Et si vous ne pouviez jamais tout connaître d'un seul grain de sable? Pas parce que nos outils ne sont pas assez bons, ni nos microscopes assez puissants, mais parce que l'univers lui-même a une règle fondamentale et inviolable qui dit « tu ne peux pas ». On entend souvent que c'est parce que l'acte d'observer change inévitablement ce que l'on regarde. Mais si la vraie raison était bien plus étrange, plus profonde et tissée dans la trame même de l'existence? Et si la réalité, à son niveau le plus granulaire, subatomique, était simplement floue, fondamentalement brouillée, destinée à garder pour toujours ses secrets les plus profonds, juste hors de notre portée? Ce n'est pas une histoire sur les limites de notre technologie. C'est une histoire sur les limites de la réalité elle-même. Une limite qui n'est pas un défaut, mais une caractéristique qui rend notre univers possible. Nous vivons dans un monde qui paraît solide, fiable et certain. Une balle de baseball a une position définie et une vitesse mesurable. Une planète suit une orbite prévisible. Pendant des siècles, cette certitude intuitive fut le socle de toute la science, une vision majestueuse du monde perfectionnée par des esprits comme Sir Isaac Newton. L'univers était vu comme une grande mécanique horlogère complexe. Chaque engrenage, chaque atome, occupait une place précise et se mouvait de façon parfaitement prévisible. Si vous connaissiez l'état de l'horloge maintenant, vous pourriez, en principe, calculer son état à n'importe quel moment du passé ou du futur. Ce rêve avait un nom, le déterminisme. Il fut personnifié par une célèbre expérience de pensée appelée le démon de la place. Une super-intelligence hypothétique qui, avec suffisamment de données, pourrait saisir tout le passé, le présent et l'avenir d'un seul regard hors du temps. Mais au tournant du XXe siècle, lorsque nos outils nous ont permis d'explorer l'étrange monde de l'infiniment petit, nous avons découvert une fissure profonde et irréparable dans cette belle horlogerie cristalline. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, notre modèle de l'univers reposait sur des bases solides et intuitives. Les objets étaient solides, leurs propriétés fixes et leur avenir prévisible. Ce sentiment intuitif d'un monde ordonné et connaissable a été formalisé en ce que nous appelons aujourd'hui la mécanique classique. C'est la physique du quotidien, les règles qui gouvernent tout, d'une pierre lancée à la danse céleste des planètes. Quand vous jouez au billard, vous agissez comme un physicien classique accompli, même sans y penser. Vous calculez intuitivement l'angle d'impact, la force du coup et l'effet de la bille blanche. Vous savez, avec certitude, que chaque bille a une position définie et une quantité de mouvement définie. Vous ne pensez pas, eh bien, la 8 est à peu près de la poche, avec une vitesse floue et étalée. Non, elle est exactement là, et avance à cette vitesse précise. Cette vision déterministe a atteint son apogée avec Sir Isaac Newton. Ses lois du mouvement et la loi de la gravitation universelle, publiées dans les Principia Mathematica en 1687, décrivaient un cosmos régi par des règles mathématiques inébranlables et élégantes. L'univers était une machine glorieuse et complexe, mais une machine tout de même. Si vous connaissiez les propriétés de toutes ces parties à un instant donné, vous pourriez prédire tout son futur. Cette puissante vision déterministe mena le mathématicien français Pierre-Simon Laplace, au début des années 1800, à proposer sa célèbre expérience de pensée. Imaginez, proposa Laplace, une intelligence qui à un moment donné connaîtrait toutes les forces qui mettent la nature en mouvement et toutes les positions de tous les éléments qui la composent. Si cette intelligence était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, elle pourrait embrasser en une seule formule le mouvement des plus grands corps de l'univers, comme celui du plus petit atome. Pour une telle intelligence, rien ne serait incertain et le futur, comme le passé, serait présent à ses yeux. Ce super cerveau hypothétique, une calculatrice quasi divine, devint le démon de Laplace. C'est l'expression ultime du déterminisme. L'idée que si vous rembobinez l'horloge cosmique et relancez avec les mêmes conditions initiales, l'univers se déroulera exactement de la même manière, chaque fois. Il n'y aurait aucune surprise, aucune véritable contingence. Dans cette perspective, notre incapacité à prédire l'avenir n'était qu'un problème d'ignorance. Nous n'avions simplement pas toutes les données, ni la puissance de calcul pour les traiter. La réalité sous-jacente, croyait-on, était parfaitement nette, parfaitement définie et parfaitement connaissable. Mais cette image réconfortante et mécanique du cosmos allait être complètement et totalement déchirée. Les premiers indices d'un grave problème dans l'univers horloge ne vinrent pas de la matière,
mais de la lumière. Pendant des siècles, un débat acharné opposa les scientifiques. La lumière est-elle un flux de minuscules particules ou une onde se propageant dans l'espace? Grâce à une expérience brillamment simple réalisée par le polymathe anglais Thomas Young en 1801, les preuves semblaient pointer massivement dans une direction. Le dispositif, aujourd'hui célèbre comme l'expérience des deux fentes, est remarquablement simple. Diriger un faisceau de lumière sur une barrière percée de deux fines fentes parallèles. Derrière la barrière, placez un écran pour voir où la lumière arrive. Si la lumière est faite de minuscules particules, comme des microbilles de peinture tirées d'un pistolet, vous devriez voir deux bandes lumineuses distinctes sur l'écran, projection directe des deux fentes. Mais ce n'est pas ce que Young a vu. Il observa plutôt un magnifique motif de nombreuses bandes claires et sombres, un motif d'interférence. C'est un comportement ondulatoire classique, indéniable. Imaginez laisser tomber deux cailloux dans un étang calme. Les rides, ou ondes, qu'ils créent s'étendent et interfèrent entre elles. Là où deux crêtes se rencontrent, elles se renforcent pour créer une plus grande vague. Là où une crête rencontre un creux, elle s'annule, laissant une zone plate et calme. Le motif de bandes claires et sombres, observé par Young sur son écran, en est l'équivalent optique et fut considéré comme une preuve décisive. La lumière se comporte comme une onde. Mais à la fin du 19e siècle, les fissures de la vision classique s'élargirent en gouffres. Des physiciens étudiant le rayonnement du corps noir, la lumière émise par des objets chauds, tombèrent sur une catastrophe mathématique. Leur théorie fondée sur les ondes prédisait qu'un objet chaud devrait émettre une énergie infinie aux hautes fréquences, en particulier dans l'ultraviolet. Ce résultat absurde fut surnommé la catastrophe ultraviolette, car il signait l'échec catastrophique de la physique classique. En 1900, le physicien allemand Max Planck, dans ce qu'il appela plus tard un acte de désespoir, proposa une solution radicale. Il suggéra que l'énergie ne pouvait être émise ou absorbée que par paquets discrets, qu'il appela quanta. Cela paraissait n'être qu'un artifice mathématique, et même Planck doutait que ce soit une réalité physique. 5 ans plus tard, un jeune employé de bureau des brevets encore inconnu, Albert Einstein, reprit l'idée étrange de Planck et la poussa plus loin. Il utilisa le concept de quanta pour expliquer l'effet photoélectrique, phénomène où la lumière frappant un métal peut arracher des électrons. La théorie ondulatoire de la lumière ne pouvait expliquer pourquoi cela n'arrivait qu'avec certaines couleurs, quelle que soit l'intensité. Einstein montra que si la lumière elle-même était faite de ces paquets d'énergie discrets, que nous appelons aujourd'hui photons, tout devenait parfaitement logique. Soudain, la lumière redevint une particule. Alors, qu'était-elle donc? Une onde, comme l'expérience de Young le montrait clairement? Ou une particule, comme l'expliquait l'effet photoélectrique d'Einstein? La réponse déroutante fut les deux. C'était la naissance d'un des concepts les plus fondamentaux et étranges de la mécanique quantique, la dualité onde-particule. La lumière, et comme on le découvrira, tout existe d'une certaine façon à la fois comme onde et comme particule. Les lignes nettes du monde classique commençaient à devenir très floues. La dualité onde-particule était déjà assez bizarre, mais l'histoire devient vertigineuse quand on inverse la question. Si les ondes peuvent parfois agir comme des particules, les particules, comme les électrons autour des atomes, peuvent-elles parfois agir comme des ondes? En 1927, les physiciens américains Clinton Davison et Lester Germer décidèrent de le vérifier. Ils mirent en place leur propre version de l'expérience des deux fentes, mais tirèrent un faisceau d'électrons. Du point de vue classique, l'attente était limpide. Les électrons sont de minuscules balles de matière solide. Si vous les tirez sur une barrière à deux trous, vous devriez obtenir l'équivalent de deux impacts derrière, deux bandes denses et simples d'électrons. Mais ce que virent Davison et Germer provoqua un choc profond dans toute la physique. Les électrons, même envoyés si lentement qu'ils passaient un par un, construisirent progressivement un motif d'interférence incontestable. Faisons une pause pour mesurer l'impossibilité apparente de cela. Les électrons étaient tirés individuellement. Un seul électron quitte le canon, traverse l'appareil et fait un petit point sur l'écran détecteur. Puis on tire le suivant, puis encore un autre, et ainsi de suite. Au début, l'ensemble de points sur l'écran paraît totalement aléatoire,
juste une dispersion d'impact. Mais lentement, à mesure que des milliers de points s'accumulent, le motif fantomatique de bande d'interférence émerge du bruit. Cela signifie que chaque électron individuel, voyageant tout seul, sait d'une certaine manière interférer avec lui-même. Pour que cela se produise, l'électron a dû, d'une façon incompréhensible, passer par les deux fentes à la fois. Une seule particule indivisible était en deux endroits en même temps. Ce résultat était si étrange, si contraire à l'intuition, que les physiciens ne pouvaient pas en rester là. Leur instinct criait qu'il devait y avoir une explication rationnelle. Ils se dirent « D'accord, découvrons par quelle fente l'électron passe réellement. Il doit traverser l'une ou l'autre. » Ils modifièrent l'expérience en plaçant un minuscule détecteur sensible près d'une fente, capable d'enregistrer l'électron au passage. Ils rallumèrent le canon à électrons, prêts à résoudre enfin le mystère et démasquer l'astuce. Et alors, la réalité abattit sa carte maîtresse. Au moment même où ils activèrent le détecteur pour voir le chemin de l'électron, le motif d'interférence disparut complètement. À la place, ils virent exactement ce que la physique classique avait toujours prédit, deux bandes simples et denses. En observant le trajet de l'électron, ils l'avaient forcé à choisir une seule fente et, ce faisant, détruit son comportement ondulatoire mystérieux. Ceci devint célèbre sous le nom d'effet observateur. L'explication confortable qu'on entend souvent est que l'acte d'observer perturbe le système. C'est une idée intuitive, comme chercher la position d'une poussière en lui lançant une balle pour voir où elle va. Pour voir un électron, il faut interagir avec lui, peut-être en faisant rebondir un photon dessus, interaction qui lui donne inévitablement une impulsion, changeant sa quantité de mouvement et donc sa trajectoire. Cette explication est facile à saisir et paraît juste, mais comme Werner Heisenberg allait le révéler, elle n'est pas toute l'histoire. L'incertitude ne réside pas seulement dans notre mesure, elle est inscrite dans la nature même de la réalité. Au milieu des années 1920, un jeune physicien allemand brillant et combatif, Werner Heisenberg, luttait avec les paradoxes en cascade du nouveau monde quantique. Épuisé par les contradictions, il se retira sur l'île isolée et sans pollen d'Heligoland, en mer du Nord, pour réfléchir. Là, dans un éclair d'intuition, il abandonna toute tentative de visualiser ce qu'était un atome et décida de bâtir une nouvelle physique, ne traitant que de ce qu'on peut observer et mesurer, comme les fréquences de lumière émises par les atomes. C'est là qu'il comprit la nature fondamentale de l'univers. Heisenberg reconnut que l'étrange compromis entre connaître la trajectoire d'une particule et voir son comportement ondulatoire n'était pas une maladresse expérimentale, c'était un principe fondamental et non négociable de la nature. En 1927, il formula ce qui devint le principe d'incertitude de Heisenberg. Fait intéressant, dans son article d'origine, il utilisa surtout le mot allemand Ungenauigkeit, qui se traduit plus justement par inexactitude ou flou plutôt que incertitude. Il affirme que certaines paires de propriétés, comme la position et la quantité de mouvement d'une particule, sont fondamentalement liées par une relation inverse. On ne peut jamais connaître parfaitement les deux en même temps. Plus vous mesurez précisément la position d'une particule, moins vous pouvez connaître précisément sa quantité de mouvement et inversement. Cela peut rappeler notre analogie confortable baseball-poussière, mais l'idée de Heisenberg était radicalement différente. Le principe ne concerne ni les limites pratiques de notre technologie, ni la maladresse de nos mesures. Il ne dit pas que mesurer la position perturbe la quantité de mouvement d'une manière inconnue. Il dit qu'une particule n'a pas simultanément une position unique et une quantité de mouvement unique et définie. Laissez cela infuser un instant. Ce n'est pas que nous ignorons ses propriétés, c'est qu'elles n'existent pas simultanément dans un état bien défini. L'idée même de la particule comme un petit point solide avec une localisation précise et une vitesse précise est une illusion classique que nous projetons sur le monde quantique. La mécanique quantique décrit plutôt une particule par une fonction d'onde, un objet mathématique qui ressemble à un nuage de probabilité. Cette fonction d'onde ne dit pas où est la particule, elle dit où elle pourrait être trouvée si vous la cherchiez. Avant toute mesure, la particule n'est en aucun endroit unique. Elle existe dans une superposition de toutes ces positions possibles, étalées dans l'espace.
elle est simultanément partout où sa fonction d'onde est non nulle. La particule, en un sens très réel, est l'onde. Le flou est réel. Quand vous mesurez la position, vous forcez essentiellement cette onde de possibilité à s'effondrer en un endroit précis. Mais en obligeant la particule à se prononcer sur sa position, vous avez fondamentalement effacé l'information sur sa quantité de mouvement qui était codée dans la forme de son onde. C'est un compromis fondamental et inévitable. L'univers ne nous cache pas l'information. Cette information n'a jamais existé en premier lieu. L'effaceur quantique montre brillamment que le vrai problème n'est pas une perturbation physique, mais la simple existence d'informations. Réimaginez l'expérience des deux fentes, mais avec une subtilité supplémentaire. Après avoir traversé les fentes, un photon entre dans un cristal spécial qui le scinde en deux jumeaux identiques et intriqués. L'un des jumeaux, appelé photon-signal, continue vers l'écran principal. L'autre, le photon Idler, est envoyé sur un trajet séparé vers différents détecteurs. En réglant le trajet de l'Idler, on peut déduire par quelle fente le photon-signal a dû passer. Si l'Idler atteint le détecteur A, le signal vient de la fente A. S'il atteint B, le signal vient de la fente B. Lorsque cette information de quel chemin existe, le motif d'interférence sur l'écran principal disparaît, remplacé par deux bandes simples. Le simple fait de connaître le chemin détruit le comportement ondulatoire. C'est ici que cela devient étrange. Nous pouvons insérer un séparateur de faisceau sur le trajet de l'Idler, qui efface l'information de quel chemin, rendant impossible de savoir par quelle fente le photon signal est passé. Quand nous faisons cela, le motif d'interférence réapparaît sur l'écran principal. Dans certaines versions de l'expérience, le choix d'effacer l'information est pris après que le photon signal a déjà frappé l'écran. Pourtant, le motif final dépend toujours de ce choix ultérieur. Ce n'est pas une causalité rétrograde. Cela révèle quelque chose de plus profond. L'interférence disparaît dès qu'une information de quel chemin existe quelque part dans l'univers, même si personne ne la consulte. Si cette information est ensuite complètement effacée, le comportement ondulatoire revient. La disparition de l'interférence n'est pas causée par une perturbation physique, mais par la simple existence d'une information qui pourrait, en principe, révéler le trajet de la particule. Alors, si ce n'est pas seulement une perturbation physique, quelle est la raison profonde et sous-jacente de cette règle inviolable ? La réponse ne tient pas à une magie quantique, mais à la nature fondamentalement ondulatoire de toute chose. Pour bien le comprendre, empruntons une idée puissante des mathématiques, du traitement du signal et même de la musique, la transformée de Fourier. Imaginez n'importe quel son. Un son complexe, comme un accord de piano ou une voix humaine, peut se décomposer mathématiquement en une combinaison d'ondes sinusoïdales pures, de fréquences et d'amplitudes différentes. Une trompette et un violon jouant la même note, par exemple un do médian, sonnent différemment car leur son résulte d'un mélange distinct de ces fréquences pures ou harmoniques. La transformée de Fourier est l'outil mathématique qui révèle cette recette cachée de fréquences au cœur de toute onde. Partons d'une note musicale parfaite et pure qui résonne indéfiniment. Une sinusoïde idéale. Elle possède une fréquence parfaitement précise. On peut affirmer avec certitude, cette note vaut exactement 440 Hz. Mais si je vous demande, à quel instant exact cette note a-t-elle eu lieu? La question n'a pas de sens. Parce que c'est une onde infinie et continue, elle existe à tous les instants de manière égale. Sa fréquence est parfaitement définie, mais sa localisation dans le temps est infiniment incertaine et étalée. Pensons maintenant à l'exact opposé, un claquement de main net et unique. Cet événement sonore survient à un moment très précis. On peut en repérer l'instant avec grande exactitude. Mais quelle est sa fréquence? Un claquement est un fouillis chaotique de bruit, une brève salve de sons. Une analyse de Fourier montre que pour créer ce pic temporel brusque, il faut additionner un très grand nombre, pratiquement infini, de fréquences différentes. Donc, pour obtenir une position temporelle très précise, il faut renoncer à toute certitude sur la fréquence. Ce n'est pas une curiosité propre au son. C'est une propriété mathématique fondamentale de toutes les ondes. Une onde ne peut pas être à la fois parfaitement localisée dans l'espace ou le temps, et posséder simultanément une longueur d'onde ou une fréquence parfaitement définie.
Ces deux propriétés sont liées par un compromis mathématique inévitable. Voilà le cœur du sujet. D'après les relations de De Broglie, la quantité de mouvement d'une particule est directement liée et inversement proportionnelle à la longueur d'onde de sa fonction d'onde. Ainsi, le principe d'incertitude de Heisenberg n'est pas une règle mystique imposée à l'univers. C'est la conséquence mathématique directe et inévitable du fait que toutes les particules sont, au fond, des ondes. Connaître parfaitement la quantité de mouvement exige une sinusoïde pure et infinie pour sa fonction d'onde, étendue à travers tout l'univers. Sa position est alors complètement inconnue. Pour connaître parfaitement la position, il faudrait que la fonction d'onde s'effondre en un pic infiniment aigu. Obtenir ce pic impose de combiner une infinité de longueurs d'onde. La quantité de mouvement devient donc totalement incertaine. Une particule réelle est toujours un compromis. Un paquet d'ondes, localisé composé d'un éventail de longueurs d'onde. Plus vous le resserrez pour fixer la position, plus sa quantité de mouvement devient incertaine. Ce flou n'est pas un défaut de mesure, c'est une propriété fondamentale des ondes. Et comme tout possède une nature ondulatoire, tout est fondamentalement flou. Cette prise de conscience a brisé l'univers horloger déterministe imaginé par Newton et Laplace. Le démon de Laplace, l'intellect omniscient, ne peut exister, même en principe, car la position et la quantité de mouvement précise de chaque particule à un instant donné n'existent tout simplement pas. Au niveau le plus profond, l'univers n'est pas déterministe, mais probabiliste. Pour de nombreux physiciens, cela fut profondément troublant. Célèbrement, Albert Einstein n'a jamais pu accepter que le hasard gouverne la réalité. Cela a nourri ses débats de toute une vie avec Niels Bohr. En 1926, Einstein le formula crûment. Il était convaincu que Dieu ne joue pas aux dés. Il pensait la mécanique quantique incomplète, pariant sur des variables cachées plus profondes pour rétablir certitude et prédictibilité. La réponse de Bohr, au cœur de l'interprétation de Copenhague, était que la physique ne révèle pas comment la nature est vraiment, mais décrit ce que nous pouvons observer. Des propriétés comme la position ou la quantité de mouvement n'existent pas comme caractéristiques fixes. Elles émergent seulement lors de l'interaction avec un dispositif de mesure. Sa réplique la plus célèbre à Einstein, peut-être apocryphe, résume cette idée. Einstein cesse de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Ce débat reste bel et bien vivant. Alors que l'ONU a déclaré 2025, année internationale des sciences et technologies quantiques, un siècle après la percée de Heisenberg, ces questions reviennent avec urgence. Certains physiciens, comme le lauréat Nobel Anton Zeilinger, soutiennent que les états quantiques décrivent notre information sur la réalité, et non la réalité elle-même. D'autres, dont Alan Aspect, rétorquent que le théorème de Bell nous oblige à abandonner l'idée d'une réalité locale préexistante. À l'inverse, Gerhard T. Hooft estime que des notions comme la superposition restent incomplètes, laissant espérer une théorie déterministe plus profonde. Des visions plus récentes, comme le cubisme, vont plus loin et traitent l'état quantique comme le reflet des croyances personnelles d'un observateur plutôt que comme une propriété objective du monde. A disparu le vieux rêve d'un univers parfaitement prévisible, remplacé par une réalité nuageuse de possibilités qui se solidifient par interaction et observation. Cette incertitude fondamentale n'est pas qu'un casse-tête philosophique. C'est une caractéristique féconde de la réalité. Prenez l'atome. Dans l'ancien modèle classique, les électrons orbitent autour du noyau comme des planètes. Or, des charges accélérées devraient rayonner de l'énergie, faisant spiraler les électrons vers le noyau presque instantanément. Si la physique classique était correcte, chaque atome devrait s'effondrer. Ce n'est pas le cas, grâce au principe d'incertitude. Si un électron était confiné dans l'espace minuscule du noyau, sa position serait extrêmement précise. Mais le principe d'incertitude impose que sa quantité de mouvement, et donc son énergie, devienne extrêmement incertaine. Cette énergie minimale inévitable, dite énergie du point zéro, empêche l'électron de s'effondrer dans le noyau. Sa nature ondulatoire le contraint plutôt à des nuages de probabilité stables, les orbitales atomiques. La stabilité de toute la matière autour de vous existe parce que la réalité est intrinsèquement floue. L'incertitude permet aussi l'effet tunnel quantique,
Classiquement, une particule qui n'a pas assez d'énergie pour franchir une barrière reste bloquée. Dans le monde quantique, le nuage de probabilité d'une particule peut s'infiltrer à travers la barrière, lui donnant une petite mais réelle chance d'apparaître de l'autre côté. C'est ainsi que fonctionne le Soleil. Au cœur du Soleil, les protons se repoussent et n'ont pas l'énergie suffisante pour fusionner. Mais l'effet tunnel quantique permet à certains de traverser la barrière, alimentant la fusion nucléaire et illuminant notre système solaire pendant des milliards d'années. Pendant des décennies, le principe de Heisenberg fut considéré comme une limite infranchissable. Aujourd'hui, les scientifiques y voient de plus en plus une ressource. Pensez à l'incertitude comme à l'air d'un ballon. On ne peut pas l'enlever, mais on peut la comprimer, en échangeant de l'incertitude d'une propriété contre davantage dans une autre. Cette idée est utilisée dans la lumière comprimée. Dans des observatoires comme LIGO, la sensibilité est limitée par les fluctuations quantiques de la lumière laser. En comprimant la lumière, les scientifiques réduisent l'incertitude de la mesure qui les intéresse tout en l'augmentant ailleurs. Le squeezing, dépendant de la fréquence, a considérablement amélioré la capacité de LIGO à détecter de faibles ondes gravitationnelles issues de collisions cosmiques lointaines. Des idées similaires sont désormais explorées avec des systèmes mécaniques intriqués, où l'incertitude de mesure est déplacée vers des variables non pertinentes sans violer le principe d'incertitude. Ces techniques dépassent les limites quantiques traditionnelles et pourraient révolutionner les technologies de précision, comme la navigation en espace profond et l'imagerie médicale avancée. Cette maîtrise de l'incertitude permet une nouvelle génération de capteurs quantiques capables de détecter des signaux extrêmement faibles, des minuscules champs magnétiques du cerveau humain jusqu'aux infimes variations gravitationnelles, avec une précision sans précédent. De tels capteurs pourraient permettre une navigation sans GPS sous terre ou sous l'eau, ainsi que de nouvelles méthodes d'imagerie médicale sondant la biologie à l'échelle moléculaire. L'informatique quantique va encore plus loin. Les bits classiques valent soit 0 soit 1, mais les qubits existent en superposition des deux. Intriqués, les qubits peuvent explorer simultanément d'immenses espaces de solutions. Longtemps freinés par le bruit, ces machines profitent désormais des progrès de la correction d'erreurs quantiques et des qubits logiques à longue durée de vie en 2024-2025, rapprochant les ordinateurs quantiques d'usage pratique et promettant des avancées en découverte de médicaments, sciences des matériaux, finance et IA. Nous avons commencé dans un univers mécanique de certitude et avons fini dans un monde d'ondes de probabilité. L'univers impose une limite fondamentale non à ce que nous pouvons construire, mais à ce qui peut être connu. Plus vous savez précisément où se trouve quelque chose, moins vous savez précisément où il va. Ce n'est pas parce que nous mesurons mal, c'est parce qu'une position précise et un mouvement précis n'existent pas simultanément. Le flou n'est pas une illusion, c'est le socle de la réalité. Cela a mis fin au rêve d'un univers déterministe, remplacé par un monde où les événements se cristallisent à partir de probabilités. Mais ce flou n'est pas un défaut. C'est pourquoi les atomes sont stables, pourquoi le soleil brille, et pourquoi une nouvelle frontière technologique émerge. Nous ne pourrons jamais tout savoir, et cela garantit qu'il restera toujours quelque chose de profond à découvrir. Si cette exploration du cœur flou de la réalité vous a plu, vous serez peut-être fasciné par sa cousine encore plus étrange, l'intrication quantique, qu'Einstein appelait fameusement « action fantomatique à distance ». Vous pouvez regarder notre analyse approfondie de ce sujet en cliquant sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Pour nous rejoindre dans d'autres explorations des plus grandes questions scientifiques, soutenez cette chaîne en vous abonnant et en activant la cloche de notification. C'est la meilleure façon d'indiquer à l'algorithme que vous voulez davantage de contenu comme celui-ci, livré directement vers vous. Merci d'avoir regardé.